bienvenue au premier webinaire sur la place des élus dans la politique Natura 2000. Donc, je suis Aurélie Philippot et je coordonne la mission interréseau Natura 2000 et Territoires qui organise ce webinaire. Donc, avant de laisser la parole à Jean-Luc Blaise, qui est notre élu porte-parole de la mission, je souhaitais rapidement vous rappeler quelques consignes à suivre pendant le webinaire. Donc, tout d'abord, pensez à bien couper vos micros, s'il vous plaît. Deuxièmement, vous êtes à peu près 190 personnes inscrites. Donc, pour faciliter les échanges, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Ma collègue Léa Chariot, qui est chargée communication à la Fédération des parcs, m'aidera tout au long du webinaire à les trier et à les partager. Et donc, enfin, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, je vous invite à couper vos caméras. Après ces brefs rappels, je vais laisser la parole à Jean-Luc Blaise qui va ouvrir le webinaire. Jean-Luc, je te laisse la parole. Oui, merci. Je ne me vois plus à l'écran, mais ce n'est pas forcément gênant. Pourtant, j'ai ma caméra. Vous me voyez? Non, je ne sais pas si tout le monde... c'est pas mal qu'on ait un petit visuel. Voilà, d'accord. Bonjour à vous toutes et vous tous, et merci de vous connecter aussi nombreux. On attend aujourd'hui dans ce webinaire 190 personnes de toute la France. Donc, merci à Aurélie et à Léa de coordonner et d'animer ce webinaire. Un petit mot sur la mission interréseau Natura 2000 et Territoires qui a été créée en 2019, fin 2019, par la volonté des têtes de réseau que sont la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, Réserve naturelle de France, et puis en 2021, le réseau des grands sites de France nous a rejoints dans cette mission interréseau. Alors, l'objectif de la mission interréseau, c'est d'apporter une dimension complémentaire à ce que peut faire l'OFB à travers son centre de ressources, mais qui est quand même beaucoup visité et beaucoup utilisé par les techniciens, les animateurs Natura 2000. Nous, la mission des élus Natura 2000, elle cible plus les élus et notamment les présidents de COPIL, mais aussi les élus qui sont membres d'un COPIL ou qui sont dans le périmètre d'un site Natura 2000, avec plusieurs objectifs. Déjà, d'assurer une représentation nationale à Natura 2000, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, depuis 2021-2022, Natura 2000 est représenté au CNB, à la Commission nationale biodiversité, et à la Conférence des aires protégées, ce qui bizarrement n'était pas le cas avant, alors que Natura 2000 représente le plus grand réseau en Europe d'aires protégées. Donc, merci déjà à tous les gens qui ont œuvré pour la création de cette mission interréseau. Merci bien sûr au ministère de la Transition écologique qui permet financièrement au réseau d'exister, et on espère aussi, et je salue là les élus régionaux s'il y en a, puisque vous savez que depuis le début de l'année, les sites terrestres Natura 2000 sont maintenant en gestion des régions. Et on sera amené d'ailleurs dans les prochaines rencontres nationales auxquelles je vous invite tous, parce que là, on est nombreux aujourd'hui. Ces rencontres nationales du réseau des élus Natura 2000 se dérouleront à Paris, La Défense, dans la tour de RTE, de Réseau de Transport d'Énergie, qui nous met gracieusement à disposition son amphithéâtre. Le 29 juin, on n'a pas assez d'inscrits à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis, n'hésitez pas à vous inscrire parce que ce sera l'occasion de converser avec Madame la secrétaire d'État Bérangère Couillard. On attend aussi la présence de Régions de France à travers la présence d'Agnès Langevin, qui est vice-présidente dans la région Occitanie, mais qui pilote aussi l'action Natura 2000 au niveau de Région de France. Donc, ce serait vraiment bien qu'on puisse vous accueillir aussi nombreux qu'aux premières rencontres qui avaient eu lieu en septembre 2021. Alors, depuis sa naissance, le réseau a déjà beaucoup œuvré, je vous l'ai dit. On a obtenu une représentation à la CAP et au CNB. On a organisé les premières rencontres nationales à Paris, La Défense, dans la tour du ministère en 2021. On s'est attaché à aller au plus près
de vous tous dans les régions à travers les rencontres régionales. Il y en a déjà eu 3 en Occitanie, en Grand Est, en Normandie. Cette année, on doit aller en Nouvelle-Aquitaine, je crois en Bourgogne-Franche-Comté et en Pays de Loire. On essaiera de visiter toutes les régions à l'initiative aussi des régions. Alors, les années précédentes, on avait été beaucoup épaulés par les DREAL. Elles sont toujours dans le jeu pour les sites qui ne seraient pas terrestres d'ailleurs. Et on espère vraiment travailler au plus près avec Régions de France et avec les différentes régions qui seront présentes aujourd'hui d'ailleurs à travers une intervention. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Vous avez, si vous êtes bien identifié, vous devez recevoir la lettre des élus, vous recevez les belles histoires que nous concocte Aurélie régulièrement. On est en train de travailler aussi à une démarche de formation, puisque dans les premières rencontres, qu'elles soient au national ou au régional, on a été beaucoup sollicité par vous, les élus, pour que la mission apporte un apport en termes de formation. Je rappelle que l'OFB prend en charge la formation des techniciens. Certaines régions commencent à prendre en charge la formation des élus et on s'associe notamment avec le CNFPT pour réfléchir à mettre en place des formations. Il devrait y avoir une première session en région Occitanie, si je ne me trompe, en septembre 2023, mais on est à l'écoute de toutes les bonnes propositions pour pouvoir mettre en place tout un panel de formation à destination des élus et notamment, je le répète, les présidents de COPIL. Alors la mission Interréseau, elle est organisée avec un comité de direction, avec un comité de pilotage et surtout avec la rencontre des élus. Et la mission Interréseau est à destination des élus, je l'ai dit, mais on essaye que chaque région soit représentée au moins par un binôme élu animateur de site Natura 2000 parce que je crois qu'il y a beaucoup d'élus présents aujourd'hui. Vous savez bien que sans nos techniciens, on n'aurait pas forcément la compétence nécessaire. Et les techniciens nous disent régulièrement que ils ont besoin d'un portage politique et d'un appui politique sur les territoires qui est apporté par leur président de COPIL, mais aussi par d'autres élus. Voilà, je vous salue une nouvelle fois puisque il commence à y avoir de plus en plus de gens connectés et je vais redonner la parole à Aurélie parce que l'objectif, c'est pas que je ne la monopolise trop longtemps. Je vous salue et je reste comme vous tous à l'écoute d'Aurélie et de Léa. Merci Jean-Luc. Je ne sais pas, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un problème de partage d'écran. Léa, est-ce que tu peux me dire si c'est bon, c'est bon? Ok. Merci Jean-Luc pour ces mots d'introduction. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous préciser qu'on a une deuxième session qui est programmée le 26 septembre prochain. Donc, ce deuxième webinaire sera consacré aux opportunités offertes par le réseau Natura 2000 et on fera un zoom sur les financements. Alors aujourd'hui, nous allons dans un premier temps voir, ou peut-être pour certains revoir, quelques prérequis sur la politique Natura 2000. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais plutôt d'avoir une vision globale qui vous permettra de mieux appréhender le fonctionnement de la politique. Donc, pour cette première partie, je serai accompagnée de Baptiste Maury. Je ne sais pas s'il est déjà connecté, qui est le chef du Bureau des outils territoriaux de la biodiversité au ministère de la Transition écologique et des territoires. À la fin de cette première partie, on prendra un temps d'échange pour répondre à vos questions. Et donc, dans un second temps, nous ferons un zoom sur le comité de pilotage et le rôle du président de COPIL. Cette fois-ci, avec l'appui de Thomas Biraud, qui est responsable du pôle Natura 2000 à la région Normandie. Et nous aurons également le témoignage de 2 élus, donc, qui sont Madame Rosiane Godefroy, qui est notamment maire de la commune de Le Perrier en Vendée, et de Yann Viva, qui est maire de la commune de Rompont en Ardèche. Donc, la première chose à savoir sur le réseau Natura 2000, c'est qu'il est le principal dispositif de l'Union européenne en faveur de la biodiversité.
Il a été créé pour préserver la diversité biologique et le patrimoine naturel, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles locales. C'est ce qu'on appelle plus couramment le développement durable. Donc, la création du réseau, elle remonte à 1992, qui est l'année pendant laquelle a été organisé le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Pendant cette conférence, certaines nations ont signé la Convention sur la diversité biologique. Donc, cette convention, c'est un traité international qui vient fixer des objectifs ambitieux en termes de conservation de la biodiversité. Donc, pour l'Union européenne, la signature de cette convention, elle est venue marquer son engagement politique en faveur du développement durable. Alors, pour traduire son engagement en faveur du patrimoine naturel, l'Union européenne a mis en place une législation européenne qui repose sur 2 directives. Donc, elle a créé une directive qui s'appelle la directive Habitat Faune Flore et elle a également pris une directive qui existait déjà, qui est la directive Oiseaux. Donc, ces 2 directives, en fait, elles permettent aux États membres d'avoir un cadre commun d'intervention et de coopération pour préserver les habitats et les espèces qui sont les plus menacées à l'échelle européenne. Donc, c'est sur la base de ces 2 directives qu'a pu être constitué un réseau écologique coordonné de zones naturelles qu'on appelle le réseau Natura 2000. Donc, comment a été construit le réseau Natura 2000? En fait, dans chacune des 2 directives, il y a des listes de références d'habitats et d'espèces qui sont dites d'intérêt communautaire, c'est-à-dire qu'elles ont un enjeu de préservation important à l'échelle européenne. Donc, c'est à partir de ces listes que chaque État membre a ensuite fait des propositions de sites Natura 2000 pour les espèces et les habitats qui étaient présents sur leur territoire, et qui permettent de les préserver ou de les restaurer. Donc, une fois que les propositions de sites Natura 2000 sont faites, on rentre dans un processus de validation qui va être différent selon la directive qui est concernée. Donc, le schéma peut paraître un peu compliqué, mais la principale différence entre les 2 directives, c'est que pour la directive Habitat Faune Flore, on va avoir un aller-retour obligatoire avec la Commission européenne qui va valider le choix des sites qui ont été proposés. Au niveau national, la désignation officielle des sites Natura 2000, elle passe par la signature d'un arrêté ministériel. Actuellement, en Europe, il y a plus de 27 000 sites Natura 2000 qui sont répartis sur les 27 pays de l'Union européenne. Donc, ça représente à peu près 1/5 de la surface terrestre de l'Europe et puis environ 9% de la surface des eaux marines. Donc, les pays les plus concernés en termes de surface terrestre, ce sont les pays qui sont dans l'est de l'Union européenne, qui sont la Slovénie, la Bulgarie et la Slovaquie. Pour les surfaces marines, forcément, ce sont les pays qui ont une frange littorale importante. Et donc, pour les surfaces marines, on va retrouver en tête la France, ensuite l'Espagne et le Portugal. Et donc, il faut noter, comme l'a dit Jean-Luc, que le réseau Natura 2000, c'est quand même le plus vaste réseau coordonné de zones. Au niveau national, donc en France métropolitaine, il y a 1756 sites Natura 2000, avec une prépondérance de sites qui sont désignés au titre de la directive Habitat. Donc, vous pouvez le voir sur la carte qu'il y a à peu près 13% de la surface terrestre qui est couverte par Natura 2000, et donc à peu près 36% de la surface marine. Donc, en métropole, ça représente également plus de 13 000 communes qui sont en tout ou partie recouvertes par un périmètre Natura 2000. Donc, une fois que l'étape de la désignation est terminée, on va passer à l'étape de la gestion.
Donc, il faut savoir qu'en France, enfin pas qu'en France, au niveau européen, il n'y a pas de cadre fixé. En fait, chaque État membre choisit les moyens qu'il va mettre en place pour répondre aux exigences qui sont fixées dans les directives. Donc, c'est le principe de subsidiarité. Alors, ces exigences, quelles sont-elles? Donc, tout d'abord, il va falloir éviter les activités qui sont préjudiciables pour les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. Et également prendre des mesures de conservation pour maintenir ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire. Donc la France, elle a fait le choix de gérer son réseau sur la base de 3 fondements qui sont la concertation, le volontariat et la contractualisation. Merci. Merci. Pour juste couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc en France, c'est le Code de l'environnement qui fixe les règles pour la désignation et la gestion des sites. Donc pour garantir une concertation des parties prenantes qui sont impliquées au niveau local dans le réseau Natura 2000, le Code de l'environnement, en fait, il prévoit la constitution d'un comité de pilotage qui va être l'organe officiel de consultation et de débat. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail, car normalement, c'est Thomas Biraud qui reviendra sur le sujet un peu plus tard dans la présentation. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque site Natura 2000, on va avoir un maître d'ouvrage qui doit être en priorité une collectivité, qui est désigné par le comité de pilotage. Donc, ce maître d'ouvrage, en fait, il va avoir un rôle différent selon l'état d'avancement du site Natura 2000. Donc, dans un premier temps, il va avoir en charge la rédaction de ce qu'on va appeler le document d'objectif, qui est le plan de gestion du site Natura 2000. Et ensuite, une fois que le plan de gestion, donc le document d'objectif sera validé, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase d'animation. Et donc, le maître d'ouvrage va devenir une structure animatrice. Et donc, il va avoir en charge de faire vivre le comité de pilotage, de mettre en place les mesures qui sont prévues dans le document d'objectif, de faciliter la mise en œuvre du régime d'évaluation des incidences et va également avoir en charge tout ce qui est suivi scientifique, suivi technique et évaluation de la gestion du site. Donc, selon la typologie de la structure qui va avoir en charge l'animation du site Natura 2000, soit la structure animatrice va assurer toutes ses missions en régie, ou soit elle va pouvoir en externaliser tout ou partie, selon l'ingénierie en interne dont elle dispose et également selon les expertises auxquelles il va falloir faire appel. Donc, la gestion des sites Natura 2000 et donc le Code de l'environnement, il prévoit aussi des outils contractuels qui sont basés sur le volontariat, qui sont des engagements de 5 ans, et qui vont permettre de proposer ce qu'on appelle des outils contractuels aux acteurs locaux pour pouvoir rétablir ou maintenir dans un état de conservation les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. Donc, selon on va dire le type d'acteur, on a des outils qui sont différents. Donc, pour les agriculteurs, vous devez connaître les MAEC, donc qui sont les mesures agro-environnementales et climatiques. Et puis ensuite, pour les propriétaires privés ou les gestionnaires de parcelles en site Natura 2000, on va pouvoir proposer des contrats Natura 2000 ou des chartes. Et donc, l'ensemble de ces outils contractuels, en fait, ils vont permettre aux personnes signataires d'avoir en contrepartie des financements ou on va aussi des facilités fiscales. Voilà. Je ne sais pas si Baptiste Maury... Oui, je suis là, Aurélie. Merci, parce que je ne vois pas qui est là. Et du coup, Baptiste, je vais te laisser la parole pour parler de la décentralisation de Natura 2000. Merci beaucoup, Aurélie. Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous. Donc, Baptiste Maury, comme ça a été évoqué, je suis chef du bureau des outils territoriaux de la biodiversité. Bureau qui, au sein du ministère, s'occupe notamment de la politique des parcs naturels régionaux, des conservatoires d'espaces naturels et des sites Natura 2000.
L'objectif de ces trois petites diapositives, c'est sans rentrer dans le détail, peut-être un petit peu vous présenter l'évolution institutionnelle qu'a évoqué Jean-Luc Blaise en introduction, puisqu'effectivement, depuis le 1er janvier 2023, la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres relève de la compétence des conseils régionaux. Cette décentralisation est encadrée par l'article 61 de la loi loi 3DS, loi pour la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique du 21 février 2022 et son décret d'application qui date du 30 décembre 2022 et qui vient en fait transposer dans la partie réglementaire du Code de l'environnement les dispositions qui ont été modifiées dans la partie législative. Alors, il est important de garder à l'esprit également le fait qu'il y ait eu une autre décentralisation, elle, sur le fonctionnement et l'autorité de gestion des fonds européens et notamment du FEADER, avec le transfert de mesures non surfaciques du FEADER aux régions, parmi lesquelles un certain nombre de mesures qui viennent financer Natura 2000 sur du FEADER. Parmi les mesures qu'évoquait notamment Aurélie juste avant, on va avoir l'animation, l'élaboration de documents d'objectifs qui peuvent être financés par du FEADER. Et donc, quelque part, ce transfert 3DS, il est cohérent et il vient compléter le transfert qu'il y a pu avoir auparavant par l'ordonnance d'ADU, portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne et qui transfère une partie des fonds européens FEADER. Les objectifs de ce transfert, c'est comme je viens de le dire, d'être cohérent avec les missions d'autorité de gestion des fonds européens, mais aussi de renforcer le rôle de chef de file des collectivités en matière de biodiversité des régions. Et cette démarche et cette volonté, elle s'inscrit dans une démarche de fond depuis un certain nombre d'années, de montée en puissance et en compétence des collectivités pour la protection de la biodiversité sur notre territoire, en passant de plus en plus de politiques portées uniquement par l'État à des politiques soit coportées au niveau régional par l'État et les régions, soit avec une place de plus en plus importante donnée aux élus des différents niveaux, élus locaux, élus régionaux, élus départementaux. Enfin, on considère également que cette décentralisation offre des opportunités dans l'articulation avec les différentes politiques publiques territoriales, notamment les outils des régions, parcs naturels régionaux, réserves naturelles régionales, mais aussi sur les autres politiques sectorielles, puisque c'est un élément fort de la stratégie nationale des aires protégées du ministère, à savoir comment on intègre nos aires protégées et la politique de nos élus locaux en faveur de la biodiversité dans l'ensemble des politiques sectorielles que peuvent conduire les collectivités. Alors peut-être sur la diapositive suivante, le message important, les deux messages importants à avoir à l'esprit, c'est un, on est sur une décentralisation partielle, et deux, l'esprit de Natura 2000, à savoir donner la primeur aux collectivités locales pour la présidence du comité de pilotage, demeure. Donc on est sur une continuité du modèle Natura 2000 français où on donne la primeur de la présidence du COPIL aux collectivités locales, et c'est uniquement en l'absence de collectivités locales volontaires que l'autorité administrative qui prend la main change. Autrefois, c'était le préfet de département, maintenant, c'est le président du conseil régional. Mais l'esprit de Natura 2000 demeure. Le deuxième élément important, c'est que cette décentralisation, elle est partielle, puisque ce qui est confié aux régions, c'est le rôle d'autorité administrative. Et donc, vous avez sur la diapositive les missions qui ont été confiées aux régions et dont Aurélie a un petit peu parlé, à savoir la constitution du comité de pilotage. Comme je l'évoquais à l'instant, en l'absence de collectivité territoriale volontaire, la présidence du COPIL, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du DOCOB, et enfin l'approbation du document d'objectif. L'État, quant à lui, reste compétent sur un certain nombre de prérogatives et notamment la désignation des sites Natura 2000. Donc les procédures de création ou d'extension des sites Natura 2000 restent une compétence État. Pour autant, la loi introduit l'avis des conseils régionaux dans cette procédure. Avant d'étendre ou de créer un site, les services de l'État doivent recueillir l'avis du conseil régional en charge de la gestion et également l'avis des conseils départementaux dès lors que le périmètre du site Natura 2000 recouvre tout ou partie d'un espace naturel sensible, pour être cohérent avec la politique des ENS au niveau départemental. Ensuite, l'État reste autorité administrative pour la gestion des sites mixtes et marins et reste compétent sur l'instruction des évaluations d'incidence Natura 2000 avec une activité importante au sein des directions départementales des territoires et de la mer. Enfin, les services de l'État restent également compétent en matière de rapportage auprès de la Commission européenne. Donc, c'est bien l'État qui, au titre de la France, rapporte auprès de la Commission européenne sur l'ensemble des obligations de rapportage qu'on peut avoir au titre des deux directives. Donc, on voit bien dans cette diapositive qu'on est sur une compétence partagée qui
nécessite pour l'État comme pour les régions de travailler en bonne intelligence pour la continuité de Natura 2000. Ensuite, une dernière diapositive, je crois, c'est ça, voilà, sur le financement. Merci Aurélie. Les principaux fonds européens qui viennent financer la politique Natura 2000 sont de deux ordres, hein, soit des crédits au titre du FEDER et du FEADER, avec les régions qui sont autorités de gestion et qui vont financer des actions, comme ça a été évoqué, et on pourrait y revenir plus en détail, avec une logique de financement par guichet où on dépose des projets, des actions locales qui sont financées ou en tout cas cofinancées. Et puis un deuxième dispositif qui est le programme LIFE, euh, qui est géré par la Commission européenne et qui là est sur des appels à projets annuels et qui portent sur des projets en général multipartenariaux et qui visent sur une logique de financement concours à valoriser des projets innovants en faveur de la protection ou de la restauration des écosystèmes, des habitats ou des espèces d'intérêt communautaire. Le programme LIFE et notamment le sous-programme LIFE Nature et Biodiversité est géré au sein du bureau des outils territoriaux de la biodiversité, donc au sein de mes équipes. Et vous avez sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires l'ensemble des informations avec une assistance qui existe pour vous aider à monter des projets et des programmes LIFE, sachant que sur le dispositif Nature et Biodiversité, c'est un dispositif très compétitif et où la France, on a du mal à mobiliser autant de financement que d'autres pays. Et donc, c'est important d'avoir une bonne connaissance et de faire parler du dispositif autour de vous pour que justement on soit en capacité de mieux mobiliser cet outil financier européen qui existe et qui permet d'avoir des projets extrêmement intéressants. Euh, En termes de financement, les principaux fonds nationaux, donc, effectivement, sont partagés entre le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, puisque la particularité sur les contrats agricoles, c'est que les mesures agro-environnementales et climatiques restent cofinancées pour le cofinancement national par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Peut-être juste signaler sur les fonds nationaux, il faut rajouter évidemment les régions hein, dans cette diapositive, dans la mesure où la loi de finances 2023, à l'article 172, transfère aux régions 13,2 millions d'euros au titre de la loi 3DS pour la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, complété de 8,45 millions d'euros qui correspondent aux contreparties nationales sur Natura 2000 du FEADER, donc de la décentralisation dont je parlais en introduction, soit au total 21,6 millions d'euros qui sont donc inscrits en loi de finances, transférés depuis les programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie vers les différentes régions pour conduire cette politique publique. Donc, en conclusion, juste signaler que euh, côté État, hein, notre vision, nous, c'est le mot-clé, c'est continuité. On sait on est capable tous collectivement de progresser sur la mise en œuvre de Natura 2000, mais pour autant, Natura 2000, c'est une politique qui a 30 ans et qui fonctionne bien, qui a montré des résultats, qui a montré que les élus locaux, euh, avec le binôme élu local animateur, font des choses exceptionnelles. Et nous, on s'inscrit non pas comme une remise en cause de cette politique Natura 2000 avec sa décentralisation, mais comme une capacité d'innover, de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de fonctionner, d'élargir le spectre, en fait, des acteurs, mais en assurant au maximum la continuité dans la gestion de ce qui a pu être réalisé jusqu'alors. Voilà. Je crois que j'ai fini, Aurélie. Je ne sais pas si j'ai tenu les 5 minutes. J'ai essayé. Parfait, merci Baptiste. Du coup, je vous propose qu'on fasse une petite pause pour répondre aux questions qu'il y a pu y avoir dans le chat. Je vais du coup départager pendant ce temps-là mon écran. Et alors Léa, comme je n'ai pas vu les questions, je te laisse la parole pour voir, pour que tu puisses les partager, s'il te plaît. Alors, de mon côté, je n'ai pas remarqué de questions particulières. Bien évidemment, le support de présentation vous sera partagé à la suite du webinaire. Mais au-delà de ça, je n'ai pas vu de questions. Donc, si vous en avez, il est encore temps, donc n'hésitez pas. Par le chat toujours. Et puis sinon, Aurélie, je pense que tu vas pouvoir continuer. D'accord, j'attends. Ah, une première question. Ah ben voilà. Alors, la question, le financement est sollicité annuellement ou pluriannuellement? Alors, si c'est des financements donc pour des outils de gestion, donc ce sont des financements sur 5 ans. Après, pour les financements sur l'animation des sites Natura 2000,
Il me semble que ça dépend des conventions entre soit l'État, donc les DREAL, ou soit le conseil régional et la structure animatrice. Je dirais que normalement, c'est plutôt de manière pluriannuelle pour assurer quand même une continuité dans l'animation des sites Natura 2000. Après, Baptiste, si tu veux compléter ou... Alors, je n'ai pas le détail sur l'engagement des 5 ans, mais effectivement, sur le décret d'application de la loi 3DS, on a quand même introduit une souplesse sur la durée des contrats et qui était fixée de façon unique à 5 ans. Et on a souhaité dire au maximum de 5 ans, ce qui permet, notamment dans les périodes de gestion entre différentes programmations européennes, à l'autorité administrative de pouvoir ajuster la durée du contrat pour faire des contrats peut-être plus courts. Donc, le Code de l'environnement maintenant offre cette possibilité aux régions. Après, c'est effectivement, comme tu disais Aurélie, en fonction de la gestion par chaque collectivité régionale que vous aurez les informations. Alors, pour les contrats Natura 2000, quel type de propriétaire privé? C'est tous les propriétaires de fonciers de parcelles en Natura 2000. Après, pour les contrats Natura 2000, il y a aussi la possibilité pour les gestionnaires donc, qui sont sous convention de gestion, comme par exemple les conservatoires d'espaces naturels, de signer des contrats Natura 2000 à leur nom. Voilà. Et effectivement, c'est plus facile si on a une personne en régie pour assurer l'animation. Si c'était le commentaire. Donc après, peut-être plus une question pour toi, Baptiste, sur le rapportage européen. Ah, non, c'était une question de... Est-ce qu'il va se faire en 2023? Alors, sur le rapportage, il y a différents. Le terme de rapportage est assez générique et en fait, il dépend des différentes dispositions des directives. Hein. Donc, il y a les rapportages, ce qu'on appelle le rapportage au titre des articles 12 et 17 des directives, qui est le rapportage, qui est un exercice qui s'effectue tous les 6 ans. Donc, le dernier était un rapportage sur la période 2013-2018 et qui est paru en 2019. Donc, là, c'est un exercice cadré. Mais ensuite, l'objectif, là, avec les régions sur l'année 2023, ça va être d'identifier tout ce qui relève de rapportage obligatoire au nom des directives, mais pas uniquement ce rapportage tous les 6 ans, et de voir ce qu'on doit collectivement partager, puisque le décret d'application fixe en fait un article dans lequel on doit publier un arrêté ministériel qui va justement définir quelles sont les informations nécessaires à partager entre l'État et les régions pour continuer à exercer la compétence. Un exemple tout simple sur le formulaire standard de données, à partir du moment où la mise en œuvre du DOCOB identifie une nouvelle espèce grâce à une action de gestion et d'inventaire, il faut bien que, côté service de l'État, on puisse avoir l'information pour l'intégrer au formulaire standard de données et le rapporter, du coup, au niveau européen. Voilà, c'est ce genre d'exemple qui illustre bien la nécessité, en fait, de partager un maximum d'informations entre à la fois les services de l'État et les services des régions. Au final, peu importe qui est l'autorité administrative, euh, c'est-à-dire qu'on soit en site mixte ou en site exclusivement terrestre, il va y avoir un besoin renforcé de partage des informations et c'est un travail qu'on va conduire avec les 13 régions d'ici le deuxième semestre 2023. Merci, Baptiste. Donc après, on a plutôt une remarque sur le transfert de l'État qui aboutit à une réduction du budget. Donc là, je ne ferai pas je pense que ça dépend de la région et ensuite des choix qui sont faits par le conseil régional sur la répartition des budgets. Je ne sais pas si Baptiste, toi, tu veux faire un commentaire sur le transfert, voilà, s'il y a une baisse effectivement ou pas des montants alloués qui étaient autrefois gérés par l'État aux régions. Non, je ne vais pas pas prononcer sur les budgets effectifs. Ce que je peux lui signaler, c'est qu'effectivement, les montants transférés que j'évoquais, les 21,6 millions d'euros, ils ont été fixés dans la loi. Il n'y a pas vraiment pas eu de volonté de les diminuer ou de les augmenter. Il n'y avait ni la possibilité de les augmenter pour les transférer davantage ou de les diminuer. On, on a dû prendre ce qui était inscrit dans la loi, à savoir la moyenne des 3 dernières années, des 3 derniers exercices. Ça marche.
Je vois qu'il y a des mains levées. Alors, je regarde, on va juste reprendre Il y a peut-être quelques autres questions oui. qui sont arrivées aussi dans le chat qui, Oui. à mon sens, sont intéressantes à traiter, Vas-y. notamment une question de Patricia Poupard. Comment se gère la transition de transfert? Y a-t-il une crainte de rupture du contrat d'OCOB et faut-il le réécrire ou pas? Alors, effectivement, on avait bien conscience quand je parlais de continuité. Le décret d'application, dans son article 3, il prévoit bien que l'ensemble des actes administratifs perdurent euh, au-delà du transfert. Et en fait, c'est l'acte suivant qui va écraser le précédent. Autrement dit, on n'a pas besoin de réviser 1756 arrêté d'approbation des copiles, ni de DOCOB. En fait, ces actes-là perdurent jusqu'à ce que, au fil de l'eau, les régions, qui sont les nouvelles autorités administratives, prennent de nouveaux actes. Donc, ça permet d'assurer au maximum la continuité euh, des dossiers et de l'animation, de la gestion des sites Natura 2000. Donc, on a fait autant que possible. On ne pouvait pas, évidemment, dès lors qu'il y a des marchés, etc., il y a des cas particuliers où on ne peut pas de fait. On a essayé de faire perdurer au maximum tous les actes juridiques pour limiter autant que possible la charge administrative du transfert, à savoir la passation des dossiers, la passation des actes administratifs. Donc, vous avez dans le décret d'application ces dispositions-là, à l'article 3, si vous souhaitez les consulter. Merci. Je vois que le temps passe et qu'il y a encore beaucoup de questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on les retienne et on y répondra après peut-être par mail. On fera peut-être une fois aux questions et on vous répondra, on répondra à l'ensemble des questions dans le chat. Et puis on va peut-être, avant de passer à la seconde partie, prendre peut-être une question avec la main levée de monsieur, je ne voudrais pas écorcher votre nom, Bredodine, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, donc moi je suis vice-président du département de la Seine-Saint-Denis du 93 à l'écologie urbaine et on a déjà un site Multera 2000 sur notre département qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, donc avec un multisite. C'est le seul, je pense, Natura 2000 directive oiseaux en zone urbaine dense. Donc voilà, là on a une spécificité qu'on doit travailler avec la région parce qu'on a envie de conserver aussi notre expérience. On a toujours un observatoire départemental de la biodiversité. Et là, on est en train de refaire zone par zone, en tous les cas, le plan d'aménagement pour les années futures du multisite Natura 2000. Donc, on le fait vraiment site par site parce que c'est vraiment spécifique. Donc, voilà, on a vraiment envie de garder ces compétences au niveau départemental et continuer à travailler dans le domaine. Et puis, porter peut-être plus l'intérêt pour une collectivité locale d'être dans un site Natura 2000. Par un exemple, au parc du Saussay, il doit y avoir des lignes électriques haute tension qui passe au-dessus du parc. Le fait qu'on soit Natura 2000, on n'a pas besoin de beaucoup de discussions pour qu'ils fassent tout en enterré. Donc, parce que là, du coup, le site Natura 2000 oblige l'opérateur électrique à faire en tranchée et pas à faire en plein air, quoi, pour les directives cadres pour les oiseaux ne soient pas gênés par de nouveaux obstacles aériens. Donc voilà, souvent on ne voit que les aspects négatifs et pas les aspects positifs. Donc il faudrait expliquer plus l'intérêt pour une collectivité du site Natura 2000. Merci pour votre témoignage. Effectivement, c'est important aussi de montrer aux élus, mais pas qu'aux présidents de comité de pilotage, que Natura 2000, c'est pas une mise sous cloche de la biodiversité. Ça aussi apporte un intérêt aussi au territoire et que ça peut des fois aussi effectivement éviter certains dommages sur la biodiversité et l'aménagement du territoire. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Je vais du coup repartager mon écran et je vais laisser la parole à Thomas Birou. Thomas, est-ce que tu... Oui. Merci. Bonjour, je suis là. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Thomas Biérot, je suis responsable du pôle Natura 2000 à la région Normandie depuis le 1er janvier 2023, depuis le transfert. Alors en réalité, j'ai une expérience un peu plus longue que ça sur Natura 2000 puisque j'étais en service de l'État à l'ADREAL précédemment. Je vais vous dire quelques mots sur... Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran ou ça n'a pas fonctionné? Oui, on le voit bien. Enfin, ok. Ouais. Je vais vous dire quelques mots, non pas tant sur le président du comité de pilotage, mais d'abord sur l'instance qui est le comité de pilotage d'abord, avant d'aller sur la fonction du président. Alors,
comité de pilotage, donc on en a un pour chaque site Natura 2000 en France. Alors, il y a parfois des cas, quand on est sur des sites superposés, Directive Habitat et Oiseaux, où on peut avoir un comité de pilotage conjoint entre les deux, ou des facteurs d'optimisation entre plusieurs sites. Mais en tout cas, le principe, c'est que chaque site Natura 2000 en France est un comité de pilotage. La composition de ce COPIL, elle est arrêtée par l'autorité administrative. Donc, d'après ce qui précède, vous savez maintenant que tous les sites qui ont une composante marine, même très faible, voire infime, donc ce qu'on appelle les sites mixtes, littoraux, marins, l'autorité administrative, c'est l'État. Donc, c'est le préfet de département et ou le préfet maritime qui signe l'arrêté de composition du COPIL pour les sites littoraux et marins. Et bon, pour les sites exclusivement terrestres, c'est le président de région depuis janvier 2023, suite à la loi 3DS. La composition, elle n'est pas en fonction des sites. Enfin, je veux dire, il y a un cadre qui est écrit au Code de l'environnement. Il y a des membres qui sont obligatoires, qui sont constants dans tous les arrêtés de COPIL de tous les sites Natura 2000. Et puis après, il y a des variantes selon les sites. Alors, on trouve globalement des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés par le site Natura 2000. Donc, toutes les communes concernées par un site Natura 2000 ont un siège au COPIL du site concerné. Ce n'est pas une sélection des communes, c'est toutes les communes. Et au niveau des EPCI, enfin des établissements publics de coopération intercommunale, pareil, à partir du moment évidemment où il y a un lien géographique et thématique avec le site Natura 2000 concerné. On a des propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains. Alors, c'est des propriétaires ou des exploitants eux-mêmes pour des très petits sites, mais pour des sites de l'ordre de plusieurs centaines d'hectares, plusieurs milliers d'hectares, comme c'est souvent le cas. Plutôt que d'avoir des propriétaires individuels, on a plutôt des représentants de propriétaires, d'exploitants, d'usagers dans les différentes thématiques, les différents types d'activités présentes sur chaque site. On a des associations et des fédérations d'usagers, des associations de protection de l'environnement, des gestionnaires d'infrastructures, des établissements publics, chambres consulaires, etc. Et puis, on a aussi une participation des services de l'État, préfet, DREAL, DDT, DRAF souvent, et puis parfois les services aussi des directions interrégionales de la mer. Voilà. Alors, l'État siège à titre consultatif, c'est vrai, mais en tout cas pour les sites qui sont sous maîtrise d'ouvrage des collectivités, c'est vrai. Mais pour les sites qui sont restés sous maîtrise d'ouvrage de l'État, notamment les sites marins ou les sites littoraux dont l'État est resté maître d'ouvrage, l'État n'a pas qu'un rôle consultatif, il est également directement partie prenante des débats, voire il les conduit. Donc le comité de pilotage, comme son nom l'indique, c'est un organe décisionnel. Il suit l'élaboration du document d'objectif du site Natura 2000 concerné, et à la fin de son élaboration, le comité de pilotage valide le DOCOB. Alors, on parle d'élaboration du DOCOB, on peut aussi parler de révision du DOCOB, puisque en moyenne, tous les 12 ou 15 ans, même si ce n'est pas défini par la loi, mais on est souvent amené à mettre à jour, voire à réviser entièrement le DOCOB de chaque site Natura 2000. Donc, on parle d'élaboration de manière un petit peu générique, mais c'est souvent des révisions à partir de maintenant. Le comité de pilotage examine et valide aussi des bilans d'animation et de gestion du site concerné, validation des programmes à venir. Il peut y avoir besoin de réorienter la gestion ou le périmètre du site. Alors voilà, justement, extension du site, révision du DOCOB. Et le COPIL, pour fonctionner, il a besoin d'un président ou d'une présidente
et d'une collectivité maître d'ouvrage. Alors, ces deux fonctions, elles sont, j'y reviens juste après. Oui, j'en dis pas plus pour l'instant. Donc, président de COPIL et collectivité maître d'ouvrage. La fréquence des réunions, c'est en moyenne tous les 2 ans. Il y a quelques sites Natura 2000, une proportion de sites Natura 2000 relativement minoritaire qui se réunit tous les ans. On a des structures animatrices, des collectivités qui se donnent les capacités de réunir les comités de pilotage tous les ans. Mais dans les faits, c'est quand même un peu moins souvent. Alors, sur la fonction de président du comité de pilotage, depuis 2005, la loi pour le développement des territoires ruraux, la priorité est donnée aux élus des collectivités territoriales et de leurs groupements pour accéder à la présidence du COPIL. Un président ou une présidente de COPIL est désigné en son nom propre. Donc, il n'y a pas de nécessité pour un candidat ou une candidate d'avoir une délibération de la collectivité qu'il ou elle représente. Le vote, donc le collège électoral du comité de pilotage, il n'est composé que des représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements. Donc, généralement, c'est le premier collège dans l'ordre d'apparition des membres d'un COPIL dans l'arrêté du préfet ou du président de région. Le premier collège souvent qui apparaît, c'est le collège des représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements. Et donc, le candidat ou la candidate à la présidence et les personnes qui peuvent participer au vote, donc le collège électoral, c'est uniquement ces membres-là. Alors, il y a bien des cas où aucune personne ne se porte candidat à la présidence du COPIL. Donc, on n'oblige personne. Et dans ces cas-là, c'est l'autorité administrative, donc l'État pour les sites littoraux ou la région pour les sites exclusivement terrestres, qui assure la présidence. Le renouvellement du président du COPIL ou la désignation par vote du président du COPIL intervient à 2 moments clés, au stade de l'élaboration du DOCOB et au stade de l'animation du site. Donc au stade de l'élaboration ou de la révision, hein, c'est sous-entendu, vous m'avez compris. Souvent, quand on démarre une élaboration de DOCOB ou une révision de DOCOB, on renouvelle la présidence du COPIL, et quand on valide à la fin un DOCOB pour entamer ensuite sa mise en œuvre, là aussi, souvent, on procède à une nouvelle élection du président de COPIL. Voilà. Et donc, dans la fonction, en rythme courant, la durée du mandat est de 3 ans, renouvelable bien sûr. Voilà. Donc, 60% des COPIL des sites Natura 2000 en France sont présidés par un ou une élue. Et donc, le rôle du président, c'est de convoquer les membres du COPIL, c'est d'animer les débats pour aboutir à des consensus favorables au maintien de la biodiversité. Et au quotidien, en fonction de ses disponibilités, c'est d'accompagner l'animateur dans la réalisation de ses missions. Et c'est plus globalement, et on voit que souvent ça porte ses fruits, c'est d'incarner Natura 2000 d'un point de vue politique sur les territoires. Donc, 3 grandes missions: concertation, sensibilisation et mobilisation. Juste un petit mot avant de passer à la suite ou d'ouvrir les échanges ou d'entendre le vécu d'une élue. La fonction, la collectivité maître d'ouvrage est désignée en général en même temps que la présidence du COPIL. C'est-à-dire qu'on fait généralement 2 votes à chaque fois pour avoir une synchronisation entre la collectivité maître d'ouvrage du site et le président ou la présidente du site. C'est 2 votes séparés, mais on essaye de faire synchrone avec la même durée de mandat. J'espère ne pas avoir été trop long. Pas du tout. Merci Thomas, en tout cas, pour ces explications. Léa, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat sur la présentation qui vient d'être faite. Il y en a quelques-unes qui arrivent. Donc, du coup, on en a une de Claude, qui est président élu pour 3 ans.
qui demande, dans le cadre d'une élection en 2022, avec les élections municipales qui auront lieu en 2026, serait-il nécessaire de convoquer et élire un nouveau président au COPIL en 2025 ou possibilité de prolonger d'1 an? Thomas, si tu veux Oui, répondre le mandat, il est au maximum de, Oui. il est au maximum de 3 ans. Donc, pour un président élu en 2022, en 2026, son mandat sera déjà échu. Donc, il y a nécessité de provoquer une nouvelle élection en 2025 pour tenir le mandat des 3 ans. Alors, petit bémol, en général, on ne réunit pas le COPIL uniquement pour une question de vote. Voilà, hein, il faut aussi avoir un vrai ordre du jour et de la matière. Mais en tout cas, le mandat, il est de 3 ans, donc il doit y avoir une nouvelle élection en 2025. Et puis, si la personne élue n'a plus de mandat une fois les élections passées, eh bien là, il n'est plus légitime à être président du COPIL, ni même à siéger au COPIL, sauf à un autre titre, mais plus au collège électoral. Et donc, une nouvelle élection doit être déclenchée. Merci, et pareil Thomas. donc pour la maîtrise d'ouvrage, vous m'avez compris. Oui, merci Thomas. Nous avons également une question qui est arrivée juste avant de Cécilia qui demande: est-ce qu'il est possible qu'un élu non directement concerné par un site Natura 2000 puisse être désigné comme président, notamment dans le cas de communautés de communes non couvertes entièrement par un site Natura 2000, mais qui en est la structure animatrice? Alors oui, on a beaucoup de collectivités, d'intercos souvent qui, dans le territoire, ne couvrent pas entièrement le site Natura 2000, mais ça n'interfère pas avec ces questions de maîtrise d'ouvrage ou de présidence. C'est un débat à avoir en comité de pilotage. Alors évidemment, une collectivité qui ne couvre que 10% d'un site Natura 2000, la question de sa légitimité va se poser pour aller sur les 90% restants, mais ça arrive quand même. On a le cas notamment en Normandie de parcs naturels régionaux qui sont des acteurs importants sur Natura 2000 et des maîtres d'ouvrage de beaucoup de sites Natura 2000. Et on a le cas d'un site Natura 2000 qui est entièrement à l'extérieur du PNR, et pourtant, en tout cas en grande partie à l'extérieur du PNR, et pourtant le PNR en est maître d'ouvrage. Donc on a ce cas de figure qui est possible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ça m'a paru clair en tout cas. Moi aussi, j'espère que pour tout le monde aussi. On peut peut-être prendre encore une ou deux questions, Léa, et puis après on va passer à la partie sur les témoignages d'élus pour qu'ils aient quand même le temps aussi de nous faire un retour sur leur mission de président de COPIL. Je te laisse choisir. Alors, juste Aurélie, une Oui. seconde pour compléter la réponse précédente. Par exemple, nous, il y a 3 sites Natura 2000 dans le périmètre du PNR. Pour autant, on a choisi que les présidents de COPIL soient des élus qui sont dans le territoire du site Natura 2000. Mais comme ça a été dit avant, ce n'est pas forcément une obligation, mais c'est au COPIL de voir au mieux. Et la question qui était posée était, à mon sens, une très bonne question là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui se questionnent là-dessus. Merci Jean-Luc. Du coup, Léa, je t'écoute. Oui, alors du coup, j'ai l'impression que le fait que tu mentionnes qu'on prenait une dernière question a suscité un vent de panique et il y a plein de petites questions qui sont arrivées. Alors, je vais prendre juste du coup celle qui est arrivée à la suite. Donc du coup, la question d'Alexandre. Encore une fois, les questions qu'on n'a pas le temps de traiter en direct, on prendra soin de vous apporter des éléments de réponse dans le compte rendu. Et donc du coup, la dernière question par ordre chronologique, du coup, qui est arrivée en suivant, c'est celle d'Alexandre qui demande si un président de COPIL peut-il déléguer ses fonctions à un autre élu en cas d'indisponibilité. Alors, moi, à ma connaissance, non. Enfin, c'est un peu compliqué. On n'a pas eu le cas. En tout cas, j'en ai pas souvenir. Ça doit sans doute se faire. Enfin, c'est le fait de présider une instance ou de se faire représenter, quelque chose d'assez habituel pour les élus. Donc, je pense qu'il y a des habitudes et un formalisme
à voir entre les élus. En tout cas, ce n'est pas précisé au niveau du Code de l'environnement. Moi, il me semble que, enfin, déjà, la première chose, c'est que la date de la réunion de COPIL soit bien calée avec le président ou la présidente du COPIL, évidemment. Maintenant, il peut toujours y avoir un empêchement de dernière minute qui ne justifie pas forcément de décaler la réunion. Donc, dans ces cas-là, je n'ai pas de réponse précise, mais je pense que les élus sont assez habitués à ce genre de situation. Juste dire qu'un élu représentant une collectivité a souvent un suppléant ou une suppléante. Donc, peut-être que la voie naturelle, ce serait que son suppléant ou sa suppléante le remplace à cette fonction, mais il n'y a pas de règle particulièrement établie à ma connaissance. Voilà. Merci Thomas. Merci Oui. Thomas. Juste une dernière remarque par rapport à l'ensemble des questions là, qui sont arrivées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le mode un petit peu d'organisation des élections, les convocations, comment on organise les élections, vote par procuration ou pas, etc. Je pense qu'Aurélie, ça vaudra le coup qu'on se fasse peut-être un petit sujet spécifique pour vous donner quelques clés sur ce sujet-là. Voilà. Je peux en dire quelques mots très très rapidement sur le formalisme qui qui dirige l'élection. Par souci de neutralité, c'est l'autorité administrative qui assure le déroulement des scrutins. Donc l'État pour les sites oraux, la région pour les sites exclusivement terrestres. Voilà, on a en Normandie en tout cas, une certaine tolérance sur la signature du courrier d'invitation. Souvent, c'est la collectivité en exercice et le président, entre guillemets, sortant qui signe le courrier d'invitation à la réunion. Mais le jour J, c'est la région, enfin, c'est l'autorité administrative qui assure le déroulement des scrutins. Merci Thomas pour la précision. Juste pour Oui. continuer la précision, ne pourront participer à l'élection que les élus représentant les collectivités territoriales membres du COPIL, bien sûr, et pas les autres membres. Oui, effectivement. Mais comme l'a dit Léa, effectivement, on pourra voir à la suite du webinaire comment on peut vous synthétiser toutes les questions, peut-être sous la forme d'une fiche. On y pensera après. Alors, je ne sais pas si Madame Godefroy, vous êtes en ligne. Je ne vous vois pas. Je n'ai pas l'impression qu'elle est... Est-ce que vous êtes connectée? Oui. Oui, bonjour Madame. Oui. Bonjour, oui, je suis avec vous depuis le début. Très bien. Alors, je vous propose du coup qu'on passe à la partie sur les témoignages d'élus. Donc là, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir du coup le retour d'expérience de personnes qui sont présidentes ou présidents de comités de pilotage, et puis que vous puissiez ensuite leur poser des questions sur cette mission. Alors du coup, Madame Godefroy, je vous propose peut-être dans un premier temps de vous présenter, de nous donner quelques informations également sur le site Natura 2000 que vous présidez, et puis peut-être aussi nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la présidence d'un site Natura 2000. Écoutez, oui, je vais essayer d'être assez bref. En tout cas, moi, je me réjouis d'être avec vous ce matin parce que je suis une toute nouvelle présidente du comité de pilotage Natura 2000 depuis 2021. Mais je suis également un élu local depuis 1995 d'une commune qui est à 95% de son territoire en site Natura 2000, donc au Perrier en Vendée, dans le Marais breton. Je suis également vice-présidente de la communauté de communes Océan Marais de Mont, première vice-présidente qui est en charge de l'environnement. C'est pareil, un territoire qui a 80% de son territoire en zone sensible, répartis sur l'estran, le marais, la forêt, la plage. Et je suis également deuxième vice-présidente de la structure porteuse du comité de pilotage, donc le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, et qui est en charge la biodiversité. Voilà globalement mon parcours d'élu local. Donc, comme je l'ai dit, très sensibilisée par les sites Natura 2000 parce que c'est une vraie attractivité de nos territoires dans l'aménagement, et je pense que nos rôles d'élus, c'est cette sensibilisation et puis aussi cette grande responsabilité de porter les territoires Natura 2000 dans leur préservation.
Voilà globalement ma présentation et ma motivation. Mais en tout cas, je suis élue au comité de pilotage depuis février 2021 comme présidente. Merci. Alors du coup, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment vous vous organisez dans votre mission, combien de jours par an est-ce que ça vous prend d'être présidente de Natura 2000? Quel type d'action vous êtes amené à faire? Et puis également, voilà, si vous avez une action un peu pépite à partager aux participants, voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir votre retour. D'accord. Je vais vous présenter très rapidement le site Natura 2000 du Marais-Breton. C'est quand même plus de 55 000 hectares qui sont répartis à 60% en marais, donc en zone humide. Et on connaît l'importance aujourd'hui des zones humides au niveau international. On est parmi les 18 sites emblématiques qui ont été reconnus sur les zones humides. On a aussi sur ce site Natura 2000 30% d'estrans. Nous sommes un site mixte, aussi bien terrestre et marin, donc on dépend de l'État et pas des régions aujourd'hui. Nous avons aussi un pourcentage de forêts, de dunes et de plages. Notre site Natura 2000 concerne 27 communes, dont on a un élu par commune, 6 communautés de communes. Il regroupe aussi des syndicats mixtes fermés qui sont présents dans le COPIL Natura 2000. Pardon. Et nous avons aussi sur le site Natura 2000 par rapport aux zones humides une convention avec Ramsar au niveau international, donc un site Natura 2000 d'importance majeure par rapport à la préservation d'habitats et la préservation d'oiseaux. Nous avons aussi sur ce site Natura 2000 de nombreuses activités, que ce soit des activités d'élevage. Nous avons sur ce site Natura 2000 la commune de Saint-Jean-de-Mont au niveau touristique, qui est la première commune sur la façade atlantique en termes d'hébergement, des enjeux forts aussi par rapport à un tourisme très important sur 6 mois de l'année. Nous avons également des activités de saliculture, d'ostréiculture par rapport à la baie de Bourgneuf et de nombreuses activités de loisirs. Donc avec des enjeux forts aussi par rapport à cela et à la préservation d'oiseaux. On a une grande migration d'oiseaux sur le site Natura 2000, aussi bien surtout l'hiver. Voilà, globalement, pour vous présenter le site Natura 2000, dont j'ai le plaisir de présider. Et vous avez parlé tout à l'heure du binôme président et chargé de mission Natura 2000. Pour moi, il est essentiel. Il est indispensable. C'est vraiment un binôme qui doit bien fonctionner dans la confiance parce que et je travaille avec Julie Sager aujourd'hui, même si j'ai connaissance du site Natura 2000, c'est au quotidien où elle m'apporte ses connaissances et elle m'apporte aussi tout ce regard d'expert qu'elle peut avoir sur Natura 2000. Voilà, globalement, j'ai essayé d'être un petit peu rapide. Mais c'est vrai que j'éprouve beaucoup de plaisir. Si je peux faire des émulations ce matin par rapport aux personnes qui sont présentes, et je pense que les élus qui sont aussi présidents des sites Natura 2000 ont cet enthousiasme parce que pour nous, c'est vraiment un vrai outil de préservation de nos territoires, d'attractivité de nos territoires. Et comme je le disais, ça nous permet aussi de valoriser ce patrimoine naturel qui est unique et dont nous avons avec beaucoup d'humilité la responsabilité de préserver ces sites Natura 2000. Et je peux dire heureusement que des grands territoires comme le nôtre ont eu aussi des sites Natura 2000 avec ces cartographies qui sont arrivées en 2001. Même si les élus ont eu un peu peur au départ, mais je crois qu'aujourd'hui, la peur est partie par rapport à ce qu'on a pu préserver et il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, pour demain. Et puis, vous me disiez ce qu'on a souhaité mettre en place, parce que pour moi, c'était tellement nouveau et avoir un COPIL avec plus de 100 personnes, avec une partie, comme vous le disiez, de collège d'élus, on a souhaité mettre en place, en tout cas, moi, j'ai souhaité mettre en place avec tous mes collègues un bureau Natura 2000, même si c'était informel, pour vraiment sensibiliser nos élus parce qu'on est quand même des vrais ambassadeurs des sites Natura 2000 et on doit porter à connaissance
Et on doit transmettre pourquoi est-ce qu'on s'engage à un moment donné dans nos parcours d'élus, dans la préservation, pourquoi est-ce qu'on participe. Et on a constitué ce bureau des élus Natura 2000 qu'on réunit relativement souvent. Ils ont aussi une newsletter qui leur est transmise par rapport à tout le travail qui est fait par les chargés de mission sur les actions mises en place. Et ça fonctionne bien. En tout cas, voilà, on le réunit à peu près 2 fois par an et ils sont bien présents. Alors, on fait une réunion obligatoirement en réunion dans une salle et on va sur le terrain. On fait une journée à peu près de réunion et on va sur le terrain pour voir des actions et pour voir comment les choses peuvent évoluer. Et c'est toujours très intéressant et on a une bonne présence des élus. Et nous avons aussi également mis d'autres groupes de travail par rapport à Natura 2000, avec des experts, avec des scientifiques, avec des administrés du site Natura 2000. On a aussi un groupe de travail de communication par rapport à Ramsar, qui réunit à peu près 25 membres autour des zones humides. On a aussi un groupe de travail sur l'estran. On a des comités scientifiques qui nous accompagnent sur l'Observatoire de biodiversité. Et on a aussi un programme sur le Live Salina avec Guérande. Donc, voilà un petit peu globalement ce qu'on a mis en place autour du site Natura 2000. Et alors ça, il y en a pour certains, comme le groupe Ramsar, qui existait avant 2021. Voilà ce que mes prédécesseurs ont aussi beaucoup travaillé. Et j'ai la chance d'être élue sur ce comité de pilotage en tant qu'élue locale depuis 2001. Donc, voilà, et du fait de la commune du Perrier, où je suis également maire depuis 3 mandats, j'ai pu m'impliquer totalement dans ce comité de pilotage. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur… Et dans le bureau des élus, alors il y a 40 membres élus et nous sommes 16 élus dans le bureau du comité de pilotage Natura 2000. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien à ce jour. Nous en avons un là dans quelques jours et les élus répondent présents. Il faut pouvoir mobiliser 21 communes, 6 communautés de communes. Donc, il faut qu'on arrive à mettre des outils pour se rencontrer régulièrement et échanger sur nos expériences. Voilà globalement ce que je peux vous dire. Et puis, si, on est porteur quand même des MAEC par rapport à l'activité économique autour de l'agriculture qui est très présente sur ce site Natura 2000 par rapport à la préservation des prairies. Merci beaucoup pour cette présentation et notamment de la mise en avant du bureau des élus Natura 2000, justement pour lequel on avait fait une belle histoire pour pouvoir aussi la valoriser au niveau national. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a eu quelques autres sites Natura 2000 qui se sont inspirés de votre expérience pour faire la même chose sur leur territoire. Notamment, je crois que Jean-Luc… Tu étais aussi parti pour faire un petit bureau des élus Natura 2000 en Pyrénées catalanes. Oui, c'est un peu différent de ce ce qui a été fait par l'interlocutrice précédente. Nous, c'est un bureau des élus qui est fait par rapport aux 3 sites Natura 2000 que le parc dont le parc est gestionnaire, et c'est pour justement apporter de l'expérience. Il y a des présidents de COPIL qui ont de l'ancienneté, d'autres qui sont plus jeunes, et donc on est beaucoup moins nombreux. Pour le coup, on est 5 ou 6 dans ce bureau des élus, mais ça a été souhaité, et c'est effectivement un retour suite aux belles histoires que tu nous as racontées, ça a donné l'idée de mettre ça. Donc, je vous invite vraiment tous, puisque j'ai 2 secondes la parole, je pense qu'il y a encore un interlocuteur après, à venir nous rejoindre le 29 juin à Paris, parce que pour vous donner très rapidement, Aurélie, un retour sur le congrès qu'on avait organisé en septembre dernier dans la commune de Matmal, dans les Pyrénées-Orientales, où vous étiez peut-être certains d'entre vous présents. Marie-Laure Métayer, qui est de la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère, me disait en quittant ce congrès: merci
Merci de votre organisation de ce type de congrès, et je pense que Baptiste ne démentira pas les propos de Marie-Laure. Merci de cette organisation parce que nous, au niveau du ministère, ça nous sort de la tour de la défense et ça nous amène vraiment en réalité des territoires. C'est vraiment un de nos rôles premiers. Merci pour le témoignage précédent, mais je vous invite tous à nous joindre. En plus, on a fait l'effort que ça dure sur toute la journée, cette rencontre nationale des élus, pour qu'on ait le temps d'échanger entre nous, parce que là, je sais que ce type de webinaire, c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi très frustrant pour tous ceux qui auraient aimé avoir la parole comme je suis en train de la prendre abusivement. Voilà. Merci Jean-Luc. Alors, si vous avez des questions ou des remarques à exprimer, alors n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, donc on transmettra après les questions à Madame Godefroy au fur et à mesure. Et puis, je vais maintenant du coup passer la parole à notre deuxième élu, notre deuxième témoin, donc qui est Monsieur Viva, et qui est maire de la commune de Rompont en Ardèche. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour Yann Viva, donc, je suis maire de la commune de Rompont, en effet, et président du comité de pilotage Natura 2000 du site Rompont-Ouvaz-Payre. C'est donc, pour situer en France, entre Valence et Montélimar, côté Ardèche. C'est un site qui fait 1054 hectares et qui est réparti sur 18 communes ardéchoises avec la particularité de petites pastilles de ci, de là, avec des enjeux liés aux chauves-souris, aux chiroptères, avec des cavernes, avec à la fois la gestion des milieux aquatiques, avec donc des rivières, des enjeux sur le barbeau, sur l'écrevisse à pattes blanches, donc de la rivière et du plateau de la pelouse sèche, avec des orchidées principalement, des papillons et des reptiles. Voilà, donc je suis élu depuis 2008, maire depuis 2014, ce qui m'a permis de voir la naissance de notre site Natura 2000, avec une petite particularité sur notre secteur, c'est que le portage est fait par une commune, la commune de Le Pouzin, commune de 2500 habitants, donc ça reste une commune relativement petite à l'échelle nationale, même si pour l'Ardèche c'est une commune moyenne. Et donc, voilà, on n'est pas tout à fait, on est à cheval sur le parc des Monts d'Ardèche, mais toutes les communes n'y sont pas non plus. Voilà, donc ce site, on va dire, présente de nombreux intérêts avec une grande diversité, avec un manque de connaissances du territoire sur ces enjeux de biodiversité, sur ces espèces et sur ces espaces-là. Et donc, voilà, la politique Natura 2000, moi, j'ai voulu m'y mettre assez vite et en collaboration avec mes collègues élus de la commune de Le Pouzin, donc qui est voisine de la mienne, parce que c'est vrai que là aussi, on va dire qu'il y a une tendance à avoir la structure animatrice qui soit aussi, enfin en tout cas, qui préside le comité de pilotage. Là, en l'occurrence, le maire m'a gentiment proposé de pouvoir animer ce comité de pilotage, puisque bon, il porte plusieurs sites sur cette même commune, il porte plusieurs sites. Et donc, ce qui m'a motivé, c'est premièrement l'idée de se dire que pour moi, la biodiversité est un élément de patrimoine naturel, et avoir conscience à un moment donné de se dire que ces choses se sont construites avec beaucoup de temps et que finalement, à coup de bulldozer, on a très vite fait de mettre à plat plusieurs milliers d'années d'intelligence naturelle. C'était quand même important. J'étais aussi très sensible, mais de par aussi mes études, parce que j'ai un master en innovation et territoire, à la méthode Natura 2000, c'est-à-dire que voilà, dans des politiques de préservation de la biodiversité, on a la tendance à vouloir mettre sous cloche les territoires. Et d'ailleurs, je regrette que les sites Natura 2000 ne soient pas classifiés dans, je ne sais plus quel système de classification pour la préservation des espaces naturels, dans les différentes catégories, parce que finalement, on arrive à ne pas mettre sous cloche les territoires, à concilier nos activités humaines et même d'ailleurs à s'appuyer dessus. En l'occurrence, nous, sur notre territoire, on a des conventions avec un agriculteur pour maintenir les milieux ouverts, qui permet aussi justement cette préservation de la biodiversité. Et finalement, j'ai tendance à dire que Natura 2000, et c'est toute la vertu de ce dispositif avec ce comité de pilotage multi et partenarial, c'est un peu le CCAS de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est un moment où les élus rencontrent aussi
voilà, un certain nombre d'autres acteurs du territoire, des personnes qualifiées et qui permettent à ce moment-là de pouvoir porter une politique, pour le coup, envers la préservation de la nature et avec une belle transversalité. Comme ça a été dit, c'est vrai que, alors pour le coup, sur notre territoire, ça a été accueilli avec parfois défiance, notamment vis-à-vis d'usagers, d'autres usagers du terrain, hein, c'est-à-dire soit des usagers loisirs, soit des usagers voilà, chasse, pêche. On a eu des discussions avec des cyclistes, vététistes, randonneurs. Et finalement, et c'est vraiment ça l'intérêt pour moi de notre dispositif, c'est de pouvoir justement créer du lien, expliquer voilà, pourquoi il est important de faire ci et de faire ça, parce que finalement, qu'on soit usager ou qu'on se préoccupe de la biodiversité, on est tous amoureux de nos paysages et de notre nature qu'on fréquente, et donc de pouvoir concilier tous ces enjeux-là et ces usages-là, c'est vraiment important. Par rapport à la mission et du coup au COPIL, c'est-à-dire ce qu'on fait concrètement, j'ai tendance à dire que j'y passe entre 1 et 2 journées par mois selon le temps. Mais j'ai tendance à dire à mes collègues, quand ils s'interrogent, de savoir s'ils peuvent ou s'ils doivent s'engager dans ces démarches-là, je leur dis souvent, vous savez, c'est Natura 2000, c'est ce que vous en faites. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des missions obligatoires, il y a les choses réglementaires, mais ensuite, il y a tout ce que vous, en tant qu'élu, vous pouvez impulser. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait être un président plus ou moins fantôme qui est là pour le COPIL tous les 2 ans, et puis voilà. Mais je pense que quand on est élu, on a des idées, on a une vision de son territoire et on en profite justement pour impulser des politiques publiques et notamment voilà, de profiter de cette expertise qu'on peut avoir à travers nos animateurs. Et pour le coup, comme ça a été dit précédemment, c'est vrai que la symbiose aussi avec les animateurs, cette symbiose est absolument fondamentale et importante. Il faut qu'il y ait des esprits d'initiative des 2 côtés. Et donc, ça permet de travailler auprès des écoles, auprès du grand public, d'impliquer l'animateur Natura 2000 dans un certain nombre de dossiers. Nous, typiquement, là, actuellement, il y a des enjeux sur le photovoltaïque au sol, des fermes photovoltaïques. Et ben voilà, aujourd'hui, nos animateurs Natura 2000, et ça, c'est fondamental, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas valorisable dans le fonctionnement actuel, mais c'est quand même nos ressources techniques pour les élus. C'est nos sachants sur toutes ces questions-là, et c'est sur eux qu'on peut s'appuyer lorsque l'on a des questions, des sujets, des projets. Voilà, un tel veut refaire un parc, quelles essences d'arbres je dois privilégier pour justement permettre un bon développement de la biodiversité sur ce secteur-là, au vu du milieu, même si on n'est pas strictement dans l'espace Natura 2000, dans le zonage consacré. Donc voilà, je fais une promotion parce que c'est vrai que, encore une fois, malheureusement, parfois, j'ai le sentiment un peu une variable d'ajustement, les politiques sur la biodiversité, et donc malheureusement, je pense qu'il faut réussir à les défendre. Et comme ça a été dit aussi, on est ambassadeur, alors tant auprès de nos collègues qui ne sont pas forcément sensibles à la question, mais aussi à l'ensemble des partenaires. Et donc, sur notre site, je dirais que ce qu'on a réussi à développer, je disais, c'est cette expertise-là et finalement, avoir pu mettre en réseau les partenaires, tous les partenaires, c'est-à-dire qu'on est en lien avec toutes les politiques rivières, voilà, qui est une compétence portée par l'agglomération. On est en lien avec le parc sur le plan pastoral territorial, avec la région, parce que le site intègre à la fois une réserve naturelle régionale sur les chiroptères, mais aussi avec le périmètre intègre aussi un espace naturel sensible du département. Et donc, on arrive vraiment à créer ces synergies en essayant d'aller dans le bon sens, comme je le dis souvent, de se mettre en réseau, de travailler ensemble et aussi du coup de réussir à mutualiser un certain nombre de choses, de moyens, notamment pour les études. Voilà, typiquement sur la politique rivière de l'agglomération, il y avait une question sur les odonates. On se pose aussi la question sur nos sites Natura 2000 et donc on a pu lancer une étude sur les odonates mutualisés à plusieurs. De la même manière, on a réussi à se mettre en lien avec d'autres sites Natura 2000 pour mutualiser une étude sur les chiroptères. Voilà. Pour aussi, comme je le dis souvent, mutualiser avec, au bon sens du terme, c'est-à-dire faire plus avec des moyens constants et pas, au contraire, faire moins avec encore moins.
voilà un petit peu ce que je peux dire. En tout cas, je ne peux qu'encourager tous ceux qui pourraient, en tout cas, hésiter à franchir le pas. Merci pour le témoignage. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous aviez eu le Grand Prix Natura 2000, d'ailleurs, en 2020, je ne sais plus la date, quelle année, 2019, je crois. Voilà. Vous avez remporté en tout cas un Grand Prix Natura 2000, justement, pour cette mise en réseau, enfin, en tout cas, ce partenariat avec les outils Natura 2000. Et donc, j'en profite également pour vous dire que cette année, il y aura donc des nouveaux Grands Prix Natura 2000 qui seront organisés par l'OFB plutôt au mois de septembre, si je me souviens bien. Voilà. Alors, peut-être pour finir sur les témoignages qui font du bien aussi, parce que c'est aussi important effectivement d'être positif sur la part de l'importance d'avoir aussi des élus qui portent des sites Natura 2000. Peut-être pour terminer ces témoignages, j'aurais bien aimé donc vous poser peut-être une question à chacun d'entre vous. Donc peut-être Madame Godefroy, voilà, en tant que présidente de site Natura 2000, qu'est-ce qui vous semblerait important pour la suite à développer pour vous accompagner en tant qu'élu dans votre rôle de président de comité de pilotage? Est-ce qu'au niveau régional ou est-ce qu'au niveau national, vous avez des attentes sur des outils qui pourraient être développés et qui pourraient vous permettre de continuer votre mission de président de comité de pilotage? Moi, je pense que ce qui est important aussi, alors c'est vrai, quand on est consulté à titre des sites Natura 2000, on porte un avis et comme le disait mon collègue là, qui a pris la parole avant, aujourd'hui, on est préoccupé par rapport, il ne faut pas que la transition énergétique prenne le pas sur la transition écologique. Et on est confronté à des fermes photovoltaïques, on est confronté aussi à beaucoup de choses sur des sites Natura 2000 et aujourd'hui, on n'a pas toujours les réponses appropriées. J'ai un exemple, on a eu un site entre guillemets qui voulait s'installer sur un site Natura 2000, mais comme il ne couvrait que 2000 mètres carrés, donc il n'y avait pas de déclaration. Donc, il faut se battre quand même assez régulièrement pour préserver les sites Natura 2000, même si on a les plans locaux d'urbanisme qui sont là, qui viennent organiser, mais quelquefois on est confronté à cela. Et ça, c'est ma préoccupation. Comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, comme peut l'être la commission locale de l'eau par rapport quelquefois à des aménagements de territoire. Sur les aménagements de territoire, parce que, comme il a été dit, Natura 2000, ce n'est pas une mise sous cloche, mais on a quand même une grande responsabilité par rapport à la préservation des milieux et de la biodiversité. Et quelquefois, on n'a pas toujours les outils nécessaires. Il y a porté à connaissance, mais comment on fait pour aller plus loin? C'est là mes préoccupations. Il ne faut pas que la transition énergétique aujourd'hui, qui est un enjeu majeur, vienne sur le pas de la transition écologique. Et on a aussi la préservation des zones humides pour beaucoup d'intérêts aussi. Donc, c'est ça. Ma préoccupation, elle est là et je n'ai pas beaucoup de réponses à tout ça. Là. Merci. Effectivement, l'articulation avec les autres enjeux peut-être des fois compliqués sur Natura 2000 et voilà, on espère aussi que le transfert des sites Natura 2000 aux régions va peut-être permettre d'avoir cette connexion, en tout cas entre les différents projets, qui sera peut-être un peu plus efficace. Alors, Monsieur Viva, oui, si vous souhaitez aussi… J'allais vous dire que, pour le coup, ma préoccupation… Oui, après, ça dépend des régions. Mais Voilà, c'est-à-dire que sinon, on a vraiment une grosse préoccupation, en effet, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'à ce jour, aucun budget n'est voté ni prévu par le Conseil régional sur les petites Natura 2000, qu'aujourd'hui, on n'a aucune information, on n'a pas d'interlocuteur, qu'on invite les conseils régionaux, ils ne viennent pas, ou quand ils viennent, ils ne savent pas quoi dire. Et donc, clairement, on n'a aucune visibilité sur l'année 2024 sur le financement de nos postes, de nos animateurs, tout simplement. Donc, c'est un énorme sujet de préoccupation pour nous. Enfin, la loi 3DS, pour le coup, voilà, je ne peux pas parler pour tous les territoires, mais en tout cas, chez nous, jusqu'à présent, tout fonctionnait très bien. Voilà, il y avait une très bonne relation, une bonne articulation entre les services de l'État, les structures animatrices
les animateurs et les élus. Et aujourd'hui, on est clairement dans l'expectative complète. Enfin, je veux dire, voilà, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Donc, j'espère que, et alors ça, nous, on essaie de le faire aussi à notre niveau, comme je vous le disais, c'est aussi notre rôle d'être ambassadeur. Mais quiz, en effet, des moments ou des secteurs, comment expliquer aux régions que ces politiques-là sont quand même importantes, comment expliquer que les fonds européens ne pourront pas aller n'importe où parce qu'ils sont quand même fléchés. Voilà. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est plutôt des questions de survie, on va dire ça comme ça. Surtout quand la structure animatrice est une commune de taille moyenne. Effectivement, là, en région orale, on a quelques difficultés de dialogue avec le président de région. C'est un euphémisme. Voilà. On va essayer de rester positif. Après, effectivement, l'équipe, elle se met aussi en place au niveau des services de la région et au niveau des têtes de réseau national aussi. Il y a des prises de contact qui sont faites avec le président de région pour ouvrir le dialogue et puis aussi pour essayer de trouver des solutions. Donc, effectivement, il y a aussi le réseau des parcs au niveau Auvergne-Rhône-Alpes qui est aussi mobilisé sur le sujet, et le réseau des Seines également. Donc, on espère que voilà, le dialogue qui essaye d'être mis en place va finir par aboutir et que voilà, on va trouver une solution positive C'était juste pour dire que j'ai vu que aussi dans l'ensemble des participants, il y avait des conseillers régionaux d'autres régions. Oui. Et donc, j'espère qu'en tout cas, ils auront, dans ces autres régions-là, entendu ces messages et toute l'importance de ces politiques pour ne pas reproduire forcément ce que nous subissons en aura. Merci. Il y a une main levée, donc Madame Saint-Tenier, si je ne me trompe pas, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis vice-présidente en charge de la biodiversité en Haute-France, en région Haute-France. Donc, juste pour vous donner notre témoignage de la mise en place de ce dispositif, de ce transfert de compétences. Donc, nous, on organise des réunions avec les élus pour les sensibiliser sur l'importance des sites. Problème de micro. On vous entend, mais peut-être parler un peu plus fort. J'ai du mal à le comprendre. Ah, pardon. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Ça va mieux? Oui. Donc, on organise des réunions avec les élus pour sensibiliser sur l'importance des sites Natura 2000 aujourd'hui. On est en train de constituer une équipe dédiée au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité. Et on est en collaboration étroite avec les 5 PNR de la région et le Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France. Donc, on est on prend très à cœur cette nouvelle compétence et on essaye de faire participer tout le monde et on essaye de faire, de bien expliquer les choses aux élus et voilà, on espère y arriver cette année et puis mettre tout en place d'ici la fin de l'année en tout cas. C'était juste ce que je voulais dire au niveau de France. Merci pour votre témoignage. Je ne sais pas si d'autres participants souhaitent s'exprimer sur le sujet ou si vous avez des questions. Oui, s'il vous plaît, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît, parce que Oui, bien sûr. Oui. Surtout qu'en plus, je suis sous un pseudo. Ah, ok. J'utilise l'ordinateur de mon ami puisque je n'ai pas le mien. Donc, Catherine de Baldery-Rollet, je suis adjointe à la ville d'Arles en charge de la transition écologique énergétique au parc de Camargue, au parc des Alpilles, et présidente d'un comité de pilotage du site des Trois Marais qui est sur la vallée des Baux et le nord de la commune d'Arles. J'ai beaucoup été intéressée par la remarque de madame, excusez-moi, je ne me rappelle pas de son nom, mais qui est élue en Vendée, qui a attiré notre attention sur le fait d'être vigilant de manière à ce que la transition énergétique n'écrase pas la transition écologique. Je pense effectivement que c'est un vrai débat dans la mesure où les enjeux sont importants dans un sens comme dans l'autre. Néanmoins, c'est vrai qu'avec des enjeux de foncier, l'enjeu de développement des énergies renouvelables, nos sites sensibles et ceux effectivement de Natura 2000 peuvent être
malheureusement menacés. Il y a aussi la question du positionnement des différentes régions. En ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est très engagée dans les questions environnementales, il y a aussi quand même un fort soutien au niveau de tout ce qui est transition énergétique, développement des énergies renouvelables, donc avec lesquelles il va falloir que l'on compose et qu'on discute au fur et à mesure que les équipes vont se structurer et se mettre en place. Voilà, donc je pense qu'on a tous effectivement ces questions-là en tête. Et c'est vrai que depuis que j'ai été élue, donc ça doit faire à peu près 1 an, un petit peu plus d'1 an, je découvre aussi la difficulté à faire passer le message, quoi qu'il en soit, sur les sites Natura 2000, où malgré tout, ça reste toujours quelque chose d'un petit peu, je dirais, contraignant pour certains, pas forcément indispensable pour d'autres. Un bon label du point de vue de l'image et touristique. Vous voyez, enfin, il y a un petit peu toutes ces choses-là qui cohabitent. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher du tout le message en faveur de la préservation de ce dispositif et de ces sites, de manière à ce qu'ils ne soient pas menacés dans les années qui viennent. Voilà, donc moi, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire comme démarche. Il y a de très nombreuses expériences comme toutes celles qui viennent d'être nommées, citées et d'autres encore. Mais je sens quand même, malgré tout, une certaine fragilité. Et je pense qu'il faut que nous soyons tous extrêmement solidaires. Et je pense que oui, ce n'est pas une mise sous cloche, mais on a une mission de préservation. Il ne faut pas avoir peur de le dire, de l'affirmer, de le défendre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on prenne un dernier témoignage, puisqu'on est en train de déborder sur le temps qu'on vous avait annoncé. Du coup, je vais laisser la parole à Madame Grébert, qui avait levé la main. Oui. Bonjour à tous. Merci. Écoutez, je me permets de réagir en tant qu'élu régional d'Auvergne-Rhône-Alpes parce que je pense qu'on partage des inquiétudes avec vous, avec Yann Viva. On sait qu'on doit avoir une délibération au mois de juin en Auvergne-Rhône-Alpes, mais d'ici là, ce serait intéressant qu'on échange pour se dire quelle est là les perspectives qui se mettent en place dans les autres régions de France et qui semblent être des pratiques vertueuses, et de manière à ce que nous, on puisse aussi interpeller la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ce sens et jouer de la coordination. Donc, c'est plutôt un appel à se revoir après, à échanger pour qu'on puisse là avoir des outils et des éléments de comparaison qui nous permettent là de pousser au maximum ce qu'on devrait faire, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions françaises où il y a le plus de sites Natura 2000 et où les risques sont les plus importants de manque de financement sur l'animation, de détournement des fonds sur des actions qui ne traduiraient pas la totalité de la mission de Natura 2000. Donc, je pense que dans cette période avant juin 2023, il va falloir qu'on travaille de concert pour pousser au maximum, je dirais, l'état de l'art en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Après, ce qu'on peut faire, c'est effectivement de reprendre contact à la suite des webinaires. Je vois qu'il y a Michel Delmas qui est présent aussi et qui est très impliqué au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et avec peut-être Yann Viva aussi, voir comment on peut rebondir et vous aider à trouver les bons arguments qui feront mouche auprès du président de région pour un petit peu aussi, on va dire, faire avancer le réseau Natura 2000 dans cette belle région. Oui. Les propos du vice-président ont l'air d'être rassurants pour le moment, mais on a encore quelques incertitudes sur les moyens, et on sait que sans moyens, on n'est que dans de la déclaration d'intention. Voilà, donc je laisse mes coordonnées dans le chat. Oui, et puis du coup, on reprendra contact avec vous par la suite. Avec plaisir. Merci. Jean-Luc, tu voulais prendre la main? Je te propose peut-être en même temps de
de clôturer le webinaire, parce qu'on va… C'était bien mon intention. Voilà. Mais merci à toutes vos interventions. Et effectivement, juste un petit mot quand même, la mission Interréseau ne reste pas inactive là-dessus, hein, par rapport aux énergies renouvelables et à la loi d'accélération de la transition des énergies renouvelables. Hein. La mission Interréseau a beaucoup œuvré par rapport à certains amendements, et il y en a un qui a été retenu et qui normalement sollicite l'avis des gestionnaires d'aires protégées avant qu'il y ait ce type d'installation qui soit implantée. C'est minime certes, mais c'est pour vous dire qu'on essaye d'être acteur au maximum auprès de vous. Par rapport à la région Aura, bien évidemment, on s'est fendu d'un courrier commun avec la mission Interréseau Natura 2000 et l'ensemble des têtes de réseau qui la compose il y a déjà quelques mois de ça au président de région. Michel est effectivement présent et très acteur sur ce dossier-là. Ce que je peux vous proposer, Madame Grébert, c'est que la mission Interréseau, on vienne chez vous en région Aura, même si on a déjà un planning chargé sur le dernier trimestre de l'année 2023, mais on est tout à fait disposé à venir pour créer des rencontres régionales qui pourraient être un accélérateur dans la démarche. On est en lien assez fréquent avec Région de France aussi, puisque vous savez que la Région de France est présidée par Madame Delga, qui est aussi la présidente de la région Occitanie, donc de la région dont je suis issu. Hein. Et donc, on essaye d'avancer là-dessus. Région de France sera présent à notre congrès national, donc je vous réinvite, hein, et je relaye la demande d'Aurélie fortement, parce qu'elle est aussi en demande, Aurélie, encore de témoignages, et vous avez montré là que vous étiez très intéressé et très présent. Je vois que j'ai aperçu aussi beaucoup de collègues de ma région qui sont présents. Voilà, donc merci à vous tous. Je voudrais donc conclure en remerciant Aurélie, Léa, Thomas, Baptiste, qui ont beaucoup œuvré pour ce webinaire. Rappelez le prochain en septembre, et surtout, retrouvons-nous nombreux à Paris, parce que la parole parisienne aux portes du ministère, elle porte beaucoup. Hein. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt.